Aujourd'hui, on va aborder l'affaire Benalla, une affaire pleine de rebondissements puisque chaque jour apporte son lot de révélations. Alors, quelques avertissements pour que vous puissiez bien apprécier la vidéo qui va suivre. Petit 1, concernant l'usurpation de fonction dont est accusé Benalla, en fait, ce n'est pas violer la présomption d'innocence que de dire que oui, il est coupable d'usurpation de fonction, c'est factuel puisqu'on a à la fois les vidéos de ses agissements, mais à côté, on a surtout les déclarations officielles du gouvernement et de l'entourage d'Emmanuel Macron qui nous expliquent que Benalla était censé être en observation le 1er mai à la place de la Contrescarpe. Donc on a factuellement quelqu'un qui n'est ni policier ni gendarme, qui interagit physiquement avec des manifestants. Notez que j'emploie un terme neutre, hein. Interagir physiquement, ça décrit juste qu'il les touche. Ça décrit qu'il n'est pas juste en train de faire le plancton comme ça et de regarder en se taisant. Il interagit physiquement avec les manifestants, il a un casque de police, un brassard de police, c'est donc de l'usurpation de fonction. Fin du débat. La question après, c'est est-ce que la justice va le sanctionner, est-ce qu'il va être reconnu coupable de ça devant un tribunal, c'est autre chose, mais voilà, il est coupable de ça factuellement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette vidéo va peut-être vous paraître un peu plus bordélique que d'habitude, c'est peu dire. Faut savoir que je suis aujourd'hui pas disposé à me concentrer énormément pour enregistrer cette vidéo, et vous voyez pas plein de choses que je coupe au montage d'habitude, vous voyez pas toutes les fois où j'ai inversé des mots et des syllabes, en fait, vous en voyez quelques-unes parce que ça passe dans la vidéo, je peux pas tout couper, mais je fourche souvent, j'ai développé avec l'âge une sorte de dyslexie un peu étrange, et voilà, je suis obligé de couper beaucoup de choses, et aujourd'hui j'ai pas envie de me concentrer pour cette vidéo, voilà, j'ai pas envie d'investir cette énergie-là pour des tas de raisons qui me regardent. Donc il y aura peut-être plus de digressions que d'habitude, même si ce seront toujours des digressions en lien avec le sujet, évidemment. Voilà, et le troisième avertissement, c'est que je ne vais pas commenter l'aspect violence de cette affaire, puisque beaucoup de gens, à côté de l'usurpation de fonction qui est incontestable, accusent Benalla de tabassage, de passage à tabac, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde les vidéos, et surtout quand on regarde les vidéos non coupées, peut-être que c'est un peu exagéré de parler de passage à tabac, et en tout cas, s'il y a eu passage à tabac, il est pas tant du fait de Benalla que des autres, des gens qui étaient légitimes pour le coup sur le terrain, le policier en civil, les CRS, etc. Voilà. Si j'ai le temps, si j'ai la patience, et si je vois que ce genre de sujet vous plaît, je ferai une vidéo entièrement consacrée à la question des violences dont on accuse Benalla, à la question des montages vidéo, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Je me permets juste de vous transmettre cette information. Si vous prenez la vidéo qui a été publiée par Brut, cette vidéo fait 1 minute, et que vous trouvez sur YouTube en cherchant un petit peu une vidéo qui est 2 fois plus longue et qui montre ce qui se passait avant la vidéo de Brut. Et déjà, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur la situation. Donc je dis ça, j'en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous voyez, à décoder les images, à chercher des sources complémentaires, et à pas vous laisser influencer par tout un tas de choses dont on pourrait parler dans une vidéo dédiée. Fin des avertissements, parlons donc de la psychologie du monarque. Et oui, psychologie du monarque, et même psychologie des organisations et de la hiérarchie pyramidale française, parce qu'en fait, sur Benalla, il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, je connais pas sa personnalité, il faudrait quand même faire un certain travail de documentation pour être pertinent. Je vais juste dire qu'il y a des gens dans la race humaine qui sont plus agressifs que d'autres, voilà, plus agressifs que la moyenne des gens, qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont plus agressifs et parce qu'ils aiment un petit peu agir physiquement, ils vont chercher un certain type de métier. De même qu'on trouve plus de pédophiles chez les enseignants que chez les comptables, parce que tout simplement un pédophile va être tenté d'aller dans un métier où il est en contact avec des enfants, quelqu'un qui aime se battre va peut-être être tenté de devenir militaire, gendarme, policier ou agent de sécurité. Ce qui est une grande erreur, parce qu'en vérité, le mythe, ça c'est quelque chose qu'on ignore quand on ne connaît pas les métiers du maintien de l'ordre, mais à part les CRS et les gendarmes mobiles qui sont souvent amenés à employer la violence, et ça fait partie finalement de leurs attributions, les policiers, les vigiles, les surveillants pénitentiaires, c'est pas leur cas du tout. En fait, il y a des contraintes légales très très fortes sur l'action physique des forces de l'ordre en France. Et si tu es violent et que tu te dis « ouais, j'espère pouvoir me défouler dans ce métier », non, vaut mieux que tu t'inscrives dans un club de sport de combat et que tu ailles faire des marathons, ça va te détendre, tu vois. Mais c'est pas en devenant policier que tu pourras forcément faire le coup de poing.
De toute façon, dans le cas de Benalla, il n'est pas policier, il n'est pas gendarme, alors on nous explique qu'il est lieutenant-colonel de réserve, je crois, et certains policiers disent publiquement que ça a l'air de sortir d'un chapeau, d'une pochette surprise, cette nomination. On nous décrit ça comme un symbole de la méritocratie française, au prétexte qu'il vient d'une cité ou d'un quartier populaire dans je ne sais plus quelle ville, je sais plus si c'est la Normandie ou le nord de la France. On te dit que voilà, c'est la méritocratie française. Non, ce n'est pas la méritocratie française, c'est plutôt le symbole de la République bananière française, et je vais développer tout ça en parlant de psychologie de groupe et de psychologie des organisations. Mais pour finir juste sur Benalla, peut-être qu'il n'a pas tout le temps été comme ça, même s'il a peut-être été attiré par la violence, voilà, c'est une possibilité. Peut-être que c'était un mec qui était sincèrement dans une forme d'idéalisme politique, hein. Il a fait sa carrière au sein, enfin, dans l'orbite, dans la périphérie du Parti Socialiste, ou peut-être qu'il est là juste par arrivisme, parce que ça c'est un problème qu'il faut pointer du doigt, c'est que en politique il y a deux catégories de personnes. Il y a les idéalistes, et j'en connais même qui sont élus municipaux. J'avais une de mes ex qui était membre d'un conseil municipal, alors dans une petite ville, et puis elle n'était pas assistante du maire, hein, elle était genre 25e de liste ou quelque chose comme ça, et elle avait des prérogatives très limitées, voilà, mais c'est quelqu'un qui était sincèrement engagé en politique, c'était quelqu'un qui voulait être citoyenne, qui voulait aider les gens, qui voulait améliorer la société, c'est quelqu'un qui était pas du tout là pour piller la caisse de la ville, piocher dans la caisse, etc. Après, il y a un problème, c'est qu'il y a une autre catégorie de gens qui est attirée par la politique, ce sont les gens qui sont opportunistes, qui sont carriéristes, qui sont mégalomaniaques. Il y a, j'essaierai de vous le remettre dans la description si ça vous intéresse, un article sur la santé mentale des présidents états-uniens, par exemple. Et on découvre qu'en gros, les présidents états-uniens ont des traits, comment dire, c'est pas des individus qui sont dans la moyenne, ce sont des gens qui sont plus proches de certaines pathologies que la moyenne de la population. Ce qui, en fait, est totalement compréhensible. Réfléchissez 2 minutes à ce que ça implique de devenir président de la France. Hein, pour un petit pays comme la France, qui certes connaît 6 millions de chômeurs, quelque chose comme ça, qui est endetté, etc., mais qui fait quand même partie des 5 pays les plus industrialisés du monde, peut-être pas pour longtemps d'ailleurs, mais voilà, c'est un pays historiquement membre du G5, c'est un pays qui a la bombe nucléaire, c'est un pays qui a un passé colonial, qui a connu des richesses économiques et un rayonnement culturel. C'est pas n'importe quel pays, quoi. C'est pas le Libéria, tu vois. Aujourd'hui, même si on peut dire que la France est sur le déclin, ou je ne sais quoi, un jour je vous ferai une vidéo sur le déclinisme, ça, parce que ça me fatigue un petit peu, mais quoi qu'on pense de la situation actuelle de la France, eh ben, quand tu es élu président de la France, tu présides aux destinées de 66 millions de personnes. Prends un bout de papier, écris 66 millions. Et compare-le à ton échelle, compare-le aux gens que tu connais, compare-le aux membres de ta famille, compare-le à, je sais pas, t'as 2 enfants, tu présides à la destinée de tes 2 enfants. Et ben le président, lui, préside à la destinée de 66 millions de personnes. Fais la différence, essaye de palper l'ordre de grandeur, tu vas voir, c'est assez vertigineux. Donc déjà, pour prétendre présider aux destinées de 66 millions de personnes, faut être assez mégalomaniaque, en fait, quand tu réfléchis 2 minutes. C'est inhérent à la fonction. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais en étant normal, en fait. Faut être ambitieux, voire carrément narcissique, voire mégalomaniaque. Alors certes, je prends l'exemple de la plus haute fonction prestigieuse de l'État français, mais c'est valable pour des ministres, c'est valable pour tout un tas de carriéristes, de professionnels de la politique, c'est-à-dire de gens qui sont entretenus par les deniers publics. Ça peut être pas mal de le rappeler, vu la quantité d'hommes politiques qui parlent des assistés, hein, les villas assistés qui touchent 450 € de RSA par mois, quand les mecs sont payés, en tant que députés, 4500 € ou 5000 € je sais plus, quand les élus municipaux de la ville de Paris sont payés 4500 €, et que vous avez par exemple Simonet, cet inénarrable élu communiste qui vit dans un logement social, tu vois, voilà le genre de différence qu'il y a dans le niveau de vie de certains élus municipaux et des députés par exemple. Évidemment que ça attire des convoitises, et puis t'as pas que l'argent. Il y a l'argent d'un point de vue purement fiduciaire, mais en fait, t'as plein de cadres qui gagnent bien plus que 4500 ou 5000 €. Je crois que le traitement du président sous Hollande, c'était 14 000 €. Il y a des cadres en France qui touchent bien plus que ça. Donc, si tu veux juste gagner de l'argent, t'es pas obligé de faire de la politique. Mais la politique, c'est pas que ça. C'est pas que ton traitement d'élu.
c'est aussi les avantages en nature, hein, la fameuse enveloppe des députés qui est à leur discrétion et qui est, je crois, versée en liquide, je ne veux pas dire de bêtises. C'est aussi les logements de fonction, les voitures de fonction, la sécurité, le prestige, le statut social. C'est aussi l'admiration de certaines personnes. Je n'ai jamais compris, par exemple, ces gens qui vont dans la rue pour essayer de serrer la main au président quand il est en déplacement en province. Je ne comprends pas ce truc, sauf à le rattacher à une forme d'infantilisme. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Michel Onfray dans un de ses vieux livres sur la pensée libertaire, je crois. Je me demande si c'est pas le traité d'athéisme d'ailleurs, je ne me rappelle plus le titre, mais peu importe, où il explique que le patriarche règne sur la famille, le patron règne sur les ouvriers, le président règne sur les concitoyens, et Dieu règne sur la race humaine, quoi, en gros. Donc des pyramides concentriques, et avec ce truc, c'est pas pour rien d'ailleurs que avant une certaine évolution du monde industriel, on avait ce qu'on appelait des patrons paternalistes, d'accord, avec parfois même des bons côtés, hein, pour ceux qui ont connu le fondateur d'Assaut, par exemple, c'était un mec qui offrait des bicyclettes à ses employés à Noël. À une époque où les bicyclettes, c'était comme, on va dire, l'équivalent d'un scooter aujourd'hui, quoi. C'était pas un truc que tout le monde avait, hein. Je vous parle de choses qui remontent à l'époque de mes grands-parents, parce que j'ai un de mes grands-parents qui a travaillé pour Dassault, qui a croisé le fondateur, et qui est encore admiratif presque de ça. Voilà, parce que le mec avait ce côté, tu travailles, tu es soumis, tu es à mes ordres, mais je prends soin de toi, je suis un bon père de famille qui gère son cheptel d'ouvriers. Et je pense que il y a un certain nombre de Français qui, étant peu développés psychologiquement, sont encore dans cet infantilisme. Il suffit de voir pendant les élections présidentielles, en fait, la manière dont les gens réagissent. Il faut être sacrément naïf, en fait, pour placer autant d'espoir dans une personne, même si on sait que cette personne, elle va avoir des conseillers, et ça, j'y reviendrai à la conclusion de cette vidéo. On va parler un peu littérature. Ces gens ont des conseillers, ces gens ne prennent pas toutes les décisions tout seuls. Évidemment que Macron se lève pas le matin en caressant le bouton nucléaire, comme dans un excellent sketch d'Haroun, et en se disant est-ce que j'appuie, est-ce que j'attaque la Russie aujourd'hui? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour le mouton qui s'apprête à mettre son chèque en blanc dans l'urne, et ben il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est le papa qui va sauver le monde. Papa va sauver la France. Mais non, c'est pas ton père, et c'est peut-être même pas un adulte, sur le plan de son développement, parce que quand je vois Emmanuel Macron, ce qui est assez intéressant, sans nier qu'il est peut-être très très machiavélique sur certains points, que pour arriver à te faire élire comme ça, faut pas juste être la marionnette d'un système ou d'un lobby caché ou je ne sais quoi, faut quand même quelques aptitudes, hein, ne serait-ce que l'aptitude à séduire des crétins, hein, on se souvient de À la main, qui chantait les louanges de Macron, ça demande une aptitude de séduire à la main, voilà, y compris celle peut-être de s'abaisser à son niveau, mais si on met de côté le fait qu'il a sans doute ce genre d'aptitude, des fois quand je vois Macron en déplacement, etc., pour le peu que je m'intéresse à la politique française, autant dire très très peu, j'ai l'impression de voir Candide au palais de l'Élysée, quoi. J'ai l'impression de voir un mec qui découvre, quand on le voit faire des dabs avec les footballeurs, tu fais des dabs avec les footballeurs de l'équipe de France, et après tu viens te plaindre qu'un jeune lycéen t'appelle Manu au lieu de te dire Monsieur le Président. Mais mec, toi-même tu ne te respectes pas. Enfin, c'est pas un manque de respect de faire des dabs avec les footballeurs, c'est que quand tu prétends un rang de domination dans une structure hiérarchique, et je vais venir, en fait, faut assumer jusqu'au bout cette domination. C'est-à-dire que si tu es le papa symbolique de 66 millions de moutons, tu peux pas aller danser le jerk avec les moutons. Et puisque je parle de domination, de système de dominance hiérarchique, je vais évidemment invoquer le nom de Henri Laborie, une fois de plus. Hein. Henri Laborie que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, ma vidéo sur le stress chronique, mais aussi ma vidéo sur une mésaventure qui est arrivée à François Ruffin à l'Assemblée nationale. Déjà une petite vidéo qui parlait un peu de politique. Donc je vais rappeler très brièvement le propos d'Henri Laborie, le propos très intéressant. Henri Laborie, qui était biologiste et qui a fait des choses assez importantes dans le développement de la science, avait un point de vue extrêmement, je vais dire violent, mais pas violent dans le sens où il était agressif, mais dans le sens où c'est un point de vue extrême, intense et radical finalement. Radical de revenir à la racine, et bien la racine des comportements humains pour Laborie, c'est la recherche d'homéostasie. Hein, alors en gros, l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? Si tu ne le sais pas déjà, c'est tout simplement le fait que sur le tableau de bord de tes fonctions vitales, les jauges, les indicateurs vont être dans le vert et non pas dans le rouge et pas en train de clignoter. Hein, l'homéostasie, c'est ta température corporelle, c'est est-ce que tu as mangé, c'est est-ce que tu as assouvi tes besoins sexuels, ou on va dire tes pulsions sexuelles peut-être. C'est
Est-ce que tu es assez oxygéné? Est-ce que tu as assez dormi? Tous ces éléments du bien-être corporel et psychologique qu'on cherche finalement à satisfaire. Et là où veut en venir Laborie, c'est que comme nous sommes des êtres biologiques, on est des organismes après tout, on est en dernier recours malgré toutes nos constructions culturelles, malgré nos différences de personnalité, parce que les types de personnalité ça existe. Il y a des gens par exemple qui sont plus attirés par la violence que d'autres. Néanmoins, en dernier recours, ce qui reste, c'est la recherche de l'homéostasie. Est-ce que j'ai froid ou est-ce que la température est ok? Est-ce que j'ai assez de calories ou est-ce que là j'ai le ventre qui crie famine et il faut que je mange? Petite remarque puisque je viens de parler du mot calories, pour ceux d'entre vous qui seraient fans de Frédéric Delavier, Frédéric Delavier et son obsession pour la sainte calorie, c'est juste réinventer la roue, parce que l'homéostasie déjà ça dépasse la question de la calorie, par exemple il y a aussi la question de l'oxygène, de l'oxygénation du cerveau, mais tout simplement, Henri Laborie, je vais vérifier la date, mais de mémoire, je crois que c'est 1876, d'accord? Et c'est pas son premier livre sur la question. Donc, Éloge de la fuite, Henri Laborie, édition Robert Laffont, Paris, 1976, voilà. Donc, Éloge de la fuite, qui est paru après un autre livre de Laborie qui s'appelle La Nouvelle Grille et qu'il faut que je lise. Déjà en 76, Laborie parlait de la recherche homéostasique et ramenait tous les comportements humains et toutes les constructions culturelles à ça. Donc quand aujourd'hui vous êtes en train de vous extasier sur de la vie, et c'est pas pour lui ôter le mérite de faire d'excellents livres de musculation, mais par contre quand vous avez l'impression d'avoir entendu le Messie parce qu'il vous parle de la calorie, redescendez sur Terre. En 76, il y a déjà un mec qui expliquait ça en mieux. Et puisque l'homéostasie préside finalement à nos comportements, ça va influencer aussi justement nos constructions culturelles. On peut prendre deux modèles qui paraissent opposés, par exemple la polygamie et la monogamie, et bien d'un certain point de vue, la polygamie et la monogamie répondent aux mêmes besoins, et en l'occurrence c'est un besoin d'homéostasie, alors sexuelle principalement. Elle répond pas à ce besoin de la même manière, peut-être à cause de l'environnement, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des sociétés dans lesquelles c'était peut-être plus efficace en matière de sélection naturelle et de succès reproductif d'être polygame, et puis il y a des succès où c'était plus efficace d'être monogame, et pas forcément que efficace en matière de nombre d'enfants, mais aussi en matière de relations. Il y a des théories en ce moment qui émergent beaucoup sur le fait que les sociétés polygamiques sont des sociétés plus violentes que les sociétés monogames. Je vous renvoie à ce que dit Jordan Peterson sur la question par exemple. Ça paraît quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement, dans une société polygame, il y a une plus grande disparité, rien à voir avec l'Érythrée, entre les mâles qui ont du succès, et qui ont des partenaires, et les mâles qui n'en ont pas. Même les femmes qui sont les moins bien cotées sur le marché, ce que moi j'appelle le marché de la viande, tout simplement, et ben en fait, qui n'est pas que un marché sexuel. Il y a aussi derrière ça un marché de la tendresse. On n'a pas que des besoins sexuels, mais il y a une énorme inégalité parce que du côté des femmes, certes, il y a des femmes qui peuvent avoir plus de partenaires que d'autres, parce qu'elles sont mieux classées finalement sur cette espèce de hiérarchie de désirabilité, mais même les moins bien classées, elles peuvent avoir des partenaires, qui sont pas intéressants pour elles, mais elles peuvent en avoir. Voilà. Donc, je dégraisse un petit peu, mais l'idée de Laborie, c'est que l'homéostasie, c'est finalement le puppet master qui est derrière les constructions culturelles et sociales. Et que tout ce qu'on fait, le salariat ou l'esclavage, la démocratie ou la dictature, ce sont des variations sur la recherche de l'homéostasie. Et ce que dit Laborie, c'est qu'au final, s'il y a des hiérarchies dans l'espèce humaine, parce que même quand tu prends des sociétés très différentes en apparence, comme l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre, où il y a effectivement des réelles différences, il y avait, puisque l'URSS n'existe plus, tu prends Cuba, on va faire comme ça, tu prends Cuba et tu prends les États-Unis, il y a d'énormes différences en apparence, qui ne sont pas que des illusions, il y a des vraies différences culturelles, y compris au niveau de Spirodynamics et des métasystèmes vers lesquels je vous renvoie régulièrement, puisque j'ai écrit un article dont je suis extrêmement fier sur la question. Toujours est-il que derrière ça, vous avez toujours une hiérarchie qui reste. Cuba, c'est soi-disant le pays de l'égalité du prolétaire oppressé, mais en vérité, t'as un patron, quoi, qui s'appelait Castro. Tu vois, ils étaient pas, tous les Cubains se partageaient pas la prise de décision. Et d'ailleurs, vous me direz si mes chiffres sont corrects, parce que j'ai pas pris le temps de vérifier avant la vidéo, mais de mémoire, le salaire officiel à Cuba, puisque comme c'est un pays communiste, vous ne choisissez pas votre salaire, vous ne négociez pas votre salaire, etc. Le salaire officiel c'est 25$, mais les policiers, eux, sont payés 35$.
C'est-à-dire que même Castro avait compris que si tu payes tes policiers ou les gens qui maintiennent la société telle qu'elle est, maintiennent la structure, si tu les payes au même tarif que les plus pauvres, bah du coup ils ont plus intérêt à maintenir la structure de ta société. Donc ça peut générer des révolutions, etc. Donc l'ironie, c'est que même dans un pays soi-disant communiste et d'obédience marxiste, etc., bah, on est obligé de donner plus d'argent aux flics pour qu'ils aient intérêt à maintenir la structure. Et bien ce que ces hiérarchies impliquent, puisque, je le répète, la pyramide du pouvoir n'est pas exactement la même que celle de l'argent, mais en fait, même si vous êtes moins bien payé qu'un mec du privé, le fait d'être député génère tout un tas d'avantages en nature qui compensent largement, enfin, qui compensent en partie en tout cas la différence de revenus, mais surtout qui vous donne une aura médiatique. On invite plus souvent un député payé 4500 € à la télévision pour lui poser des questions qu'un chef d'entreprise qui en gagne 15 000. Tout simplement parce que eux, on les connaît. Eux, ils sont médiatisés parce qu'ils sont censés faire partie de cette incroyable représentation publique qui est l'Assemblée nationale. Assemblée nationale dont on apprend que Benalla avait un badge de plus haut niveau de sécurité pour y rentrer. Ce qui sous-entend qu'en fait, vous et moi, qui sommes des simples citoyens, qui avons mis au pouvoir les gens qui sont dans l'Assemblée, on n'a pas le droit de s'y rendre. Et pour en revenir à ces deux pyramides parallèles, qui peuvent avoir d'ailleurs des points de connexion, hein, puisqu'on sait qu'il y a d'anciens ministres qui vont travailler dans le privé, etc., et on considère même que c'est un problème, hein, ce phénomène notamment de pantouflage. Plus vous êtes élevé dans cette hiérarchie, qui par définition est une hiérarchie de domination, parce qu'un député a sur moi un pouvoir que je n'ai pas, un policier a sur moi un pouvoir que je n'ai pas, quelqu'un qui est plus riche que moi n'a pas forcément un pouvoir sur moi, puisque à moins que j'accepte de travailler pour lui en tant que salarié, bah, il n'a pas forcément un pouvoir, mais plus vous montez dans ces hiérarchies, plus vous pouvez facilement satisfaire votre homéostasie. Parce que, de par votre statut social, si vous êtes un homme politique, vous aurez plus de succès sexuel qu'un smicard. De par votre argent, même si vous n'êtes pas quelqu'un de médiatisé, vous aurez plus de succès sexuel qu'un smicard. On a deux pyramides, mais on a les mêmes dindons de la farce en bas, à savoir les smicards, et plus tu grimpes les échelons, bah, plus tu peux manger à ta faim, te chauffer l'hiver, prendre soin de ton corps d'ailleurs, et puis aller faire des séances de massage dans l'espace si tu as envie, sachant que tous les gens qui sont placés n'ont pas forcément des bons réflexes de vie, hein. On pourrait faire une vidéo sur l'hygiène de vie des députés. Quand tu vois leur embonpoint en moyenne, tu comprends que les mecs, ils ont une hygiène de vie de merde, hein. Voilà. Trop de repas arrosés, trop de temps à dormir à l'Assemblée en position assise. Alors, la position assise, tout le monde sait que c'est très mauvais pour la santé. Bref, ils ont une hygiène de vie déplorable, mais par contre, pour ce qui est d'avoir accès à des ressources de type nourriture, sexe, chauffage, ou même après des symboles de pouvoir, et bien évidemment, ils peuvent plus facilement satisfaire leurs besoins homéostasiques, leurs besoins égotiques, et puisque la psychologie n'est pas quelque chose qui se fait ex nihilo, hein, votre psychologie, votre état émotionnel par exemple, il est lié à votre état physique. Si vous êtes carencé en B12, et c'est pour ça que tous les gens qui ont une alimentation végétalienne doivent prendre des suppléments en B12, si tu es carencé en B12, tu vas avoir des troubles de l'humeur. Tu vas avoir des troubles de ton état émotionnel. Le plaisir que tu as, ou le déplaisir que tu as dans telle ou telle situation, il interagit avec ton métabolisme. La psychologie, c'est pas un truc qui sort ex nihilo, c'est une prolongation, une manifestation des lois de la nature, que sont la chimie, la physique et la biologie. Quand tu chopes un costume et que tu es tout content de te regarder dans la glace, eh ben, il se passe des choses dans ton cerveau. Et finalement, c'est aussi une extension de ta recherche homéostasique. Le plaisir, le narcissisme, quand tu te regardes dans le miroir avec tes beaux vêtements. Or, ce qui est soulevé par l'affaire Benalla, c'est la collusion du pouvoir avec des gens qui n'ont pas des parcours académiques. Clairement, la première sanction qui a été proposée par l'Élysée était ridicule comparée à ceux dont on l'accuse. Donc, toutes les voies remontent inexorablement pour dire ce mec est protégé au-dessus. Quelque part dans la pyramide hiérarchique, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui le protège. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, évidemment, il y a des têtes qui vont tomber, parce que c'est comme ça quand l'opinion publique, ce qui ne veut rien dire, hein, parce qu'on met un peu ce qu'on veut dedans, mais à partir du moment où une affaire est médiatisée, évidemment, les gens essaient de se couvrir, donc c'est un truc classique, on va virer le ministre, tôt ou tard, sans doute, hein, c'est un truc qui se reproduit sous tous les gouvernements, donc quand je vois des gens qui râlent sur Macron en particulier, c'est ridicule. C'est un truc qui est typique de la Ve République, pas que d'ailleurs, puisque ces histoires de pyramides, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, hein. Je l'ai dit, vous prenez l'URSS, en URSS, il y avait des gens qui étaient privilégiés par rapport aux autres, voilà, des gens qui étaient aux beaux endroits dans le parti, et puis après il y a d'autres phénomènes à l'œuvre, hein. Par exemple pour les dictateurs, il y a la fameuse negative selection,
qui fait que les dictateurs ont tendance à prendre des gens incompétents pour être sûrs de garder le pouvoir et de ne pas être challengés. Ils ont tendance à exécuter les personnes qui sont trop compétentes, et du coup ça pourrit les sphères décisionnaires, etc. Bon, passons sur ce point. Mais cette structure pyramidale, elle est omniprésente dans l'humanité, et après elle a des variations, comme je le disais. Et en France, ce qui est assez hilarant, c'est qu'on se vante souvent, enfin certaines personnes se vantent que les Français, c'est des révolutionnaires, qu'ils ont coupé la tête des rois, mais je reviens à ce que je disais sur la fascination d'une partie de la population pour les présidents, etc., dans un régime qui est extrêmement présidentiel et qui est centralisé. Un régime, la Ve République, qui a été créé par et pour De Gaulle, ce qui est d'ailleurs un énorme problème. Je ne vais pas digresser sur le fait que De Gaulle était un général et que c'est marrant qu'un pays qui se vante d'être une démocratie ait eu au pouvoir un président général. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec Macron, qui est sans doute la personne qui est en train de protéger Benalla, enfin qui essaye, Macron est un produit de la Ve République. Il est un symptôme parmi d'autres, comme l'était Nicolas Sarkozy, comme l'était François Hollande, comme l'était Chirac, comme l'était Mitterrand, et on peut reconnaître à Mitterrand des qualités de stratège politique absolument incroyables, notamment le fait d'avoir siphonné l'extrême gauche en faisant monter le Front National par exemple. La Ve République produit des excès, des abus de pouvoir. Alors déjà on peut se demander si n'importe quel système de pouvoir ne produira pas tôt ou tard des abus de pouvoir, quand il est pratiqué par des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau de développement psychologique. Et petite parenthèse, moi je pense que si quelque chose peut sauver le monde, entre guillemets, sachant que les nouvelles solutions génèrent toujours des nouveaux problèmes, donc je pense pas qu'on puisse sauver le monde, mais... We're so self-important. Everybody's gonna save something now. Save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't even know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to care for one another. We're gonna save the fucking planet? I'm getting tired of that shit. Si on fantasme sur une amélioration drastique des conditions de vie des humains sur la planète, elle ne passera que par un développement humain chez les gens qui ont du pouvoir. Voilà. Et pour l'instant, on en est extrêmement loin. On peut invoquer aussi la théorie des jeux et les incentives, par exemple, pour expliquer certains comportements. Mais toujours est-il que la Ve République, pour le cas de la France, produit forcément des abus de pouvoir parce que, même si on a un équilibre des pouvoirs, on a récemment le Sénat qui a refusé de valider la loi sur les fake news, par exemple, ce qui est plutôt rassurant, je trouve. Néanmoins, on le sait, on a plein d'exemples dans l'histoire de la Ve République, des abus de pouvoir, il y a les écoutes illégales de Mitterrand. Voilà, moi j'aime souvent dire que la France est une république bananière, et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi il y a vraiment quelque chose de ça dans le fonctionnement de la Ve République, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des élections au suffrage universel, ce qui ne veut pas dire que oui, on a plusieurs partis, contrairement à d'autres régimes largement plus liberticides. Il ne s'agit pas d'avoir un fonctionnement binaire en disant la France est une dictature ou ne l'est pas. On peut se dire, est-ce que la France a des éléments dans son système actuel qui ressemblent à des éléments dictatoriaux? Toujours est-il que Macron, même si j'ai aucune sympathie pour lui, n'est pas différent des autres. Indépendamment de ses particularités individuelles, il est le produit de la Ve République. Quand on constate que Benalla est sans doute protégé par quelqu'un qui est plus haut que lui dans cette pyramide de décision, la seule chose à dire, c'est que c'est pas la gauche ou la droite qui a fauté une fois de plus, même s'il y a des responsabilités individuelles, c'est pas uniquement le fruit du narcissisme de Macron ou du carriérisme de Benalla, c'est que, in fine, la structure extrêmement centralisée de la Ve République permet cela. Et la pyramide hiérarchique, la pyramide de dominance qui fait que certains individus ont plus d'accès à un maintien homéostasique facile, encore que facile, il faut une certaine forme de combativité pour être un carriériste en politique. Toujours est-il que ce système de dominance, il permet que quelqu'un protège Benalla. Je vais finir, je vous ai dit on va parler de littérature, je vais finir par mentionner Machiavel, parce que le comportement de Benalla a été signalé plus ou moins par des membres des forces de l'ordre officielles, plusieurs fois, mais ça a apparemment jamais été suivi de sanctions. Alors, il y a deux possibilités, ça n'a jamais été suivi de sanctions parce que la personne qui protège Benalla est un crétin stupide, voilà,
où peut-être que les signalements n'ont pas été très véhéments, parce que les gens avaient peur de subir les foudres de l'éminence grise qui protège Benalla. Et c'est un problème récurrent dans les sphères du pouvoir, c'est que dans un régime comme la France, où tu as un mec qui certes n'a pas les pleins pouvoirs, mais peut dissoudre le Parlement, peut faire passer des lois au 49.3, etc., dans un régime extrêmement présidentiel où, on le sait, les dirigeants de France Télévisions, par exemple, sont plus ou moins directement nommés par le président de la République, même si la présidence, en général, s'en défend, mais on sait très bien en fait, que c'est le cas. Dans un système comme ça, le policier ou le gendarme qui va sonner la cloche d'alerte au-dessus de lui, qui va s'adresser au ministère, qui va peut-être même essayer de contacter le Premier ministre ou le président, si c'est un membre du fameux groupement de sécurité, enfin de la sécurité de la présidence de la République, là, le GSPR, quelqu'un qui est proche du président, s'il fait une remarque au président, mais que pas de bol, c'est le président qui protège Benalla pour des raisons que nous ne voulons pas se voir, car ça ne nous regarde pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce policier qui fait la remarque, il va peut-être subir une mutation express. Clairement, quand tu déplais à ton supérieur, bah tu vas peut-être être muté. Et d'ailleurs, ça arrive aussi dans les entreprises. C'est pas qu'un truc qui est lié au pouvoir. Moi, j'étais dans une entreprise où il y avait des dérives au niveau du management. Je l'ai signalé au plus haut gradé que je connaissais. Le plus haut gradé qui était pourtant quelqu'un d'adorable, hein, humainement. En a référé à la DRH, et la DRH s'est mis à me harceler et à organiser mon licenciement abusif. Voilà. Alors que bon, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais directement contacté l'inspection du travail, ou j'aurais directement attaqué au prud'homme en étant en poste, ça aurait été peut-être plus simple, mais voilà, je pensais pas que ça allait se retourner contre moi, et c'est un pattern, c'est un schéma que vous allez trouver dans les entreprises privées autant que dans les milieux du pouvoir public, entre guillemets. Donc, pour conclure cette vidéo, et donner un conseil à Emmanuel Macron, enfin, je dis ça, c'est peut-être pas lui qui protège Benalla, hein, c'est peut-être Pierre-Henri XVIII Philippe, là, le Premier ministre. Je vais lire un extrait du Prince de Machiavel, c'est la première page du chapitre intitulé « Comment il faut fuir les flatteurs ». Je ne veux pas négliger un point important et une erreur de laquelle les princes difficilement se défendent, s'ils ne sont pas de la plus grande sagesse, ou s'ils n'ont pas l'art de faire de bons choix. Ce sont les flatteurs de qui les cours sont pleines. Car les hommes se complaisent tant aux choses qui leur sont propres et s'y trompent à ce point qu'avec difficulté ils se défendent de cette peste. Et à s'en vouloir défendre, on court le danger de s'exposer au mépris. Car il n'est point d'autre moyen de se garder de la flatterie que de donner à entendre aux gens qui ne t'offensent pas à te dire le vrai. Mais quand chacun peut te dire le vrai, on cesse de te respecter. C'est pourquoi un prince sage doit tenir une troisième voie, en faisant choix dans son état d'hommes éclairés, et à cela seul il doit donner toute licence de lui dire la vérité. Et sur cela seul, sur quoi il les interroge, et rien d'autre. Mais il doit les interroger sur toute chose et entendre leurs opinions, puis décider par lui-même à sa guise. Et dans ses conseils et avec chacun d'entre eux, se comporter de façon que chacun connaisse que, d'autant plus librement il parlera et d'autant plus on lui en saura gré. Hormis cela, ne vouloir entendre personne, exécuter la chose décidée et être obstiné dans ses décisions. Qui fait autrement, ou il s'écroule à cause des flatteurs, ou il change souvent à cause de la diversité des avis, d'où résulte qu'on fait de lui peu d'estime. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat, that somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just a-floating around the sun. The planet has been through a lot worse than us. Been through all kinds of things worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages, and we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? The planet
The planet isn't going anywhere. We are. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that.